Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Alain Aubert. Bonjour Clément. Vous êtes... Bonjour. Vous êtes sénateur LR de la Côte d'Or, médecin radiologue également, ancien maire de Salive. On va parler aussi de ce métier de maire, de maire local, de maire territorial. Vous êtes également ancien conseiller régional de la Côte d'Or. Et vous publiez ce livre, Lettres à mes pères, aux éditions de Passy. Mes pères, ce sont tous ces pères de Bourgogne, en fait, ces figures que nous connaissons tous, en fait. Mais moi-même, en tout cas, j'ignorais qu'ils venaient de Bourgogne. Lamartine, Nicolas Rolin, Vauban, Buffon, Eiffel, Colette, Monge, Bérégovoy, Claude Tillet et Jean d'Ormesson. Voilà, à chacun, vous leur écrivez une lettre et vous vous adressez à eux en leur parlant de ce qu'ils ont créé et en comparant avec ce qui aujourd'hui se fait dans leur domaine. C'est un livre enraciné, je l'ai dit, et un livre également historique puisqu'on revient sur chacune de ces figures. Et puis, un traité politique et franchement, on a envie de dire votons Alain Aubert à la fin de ce livre. Pour commencer, je voudrais aller sur l'histoire de vos racines en Bourgogne, justement, puisque c'est vraiment quand même avant tout une ode à la Bourgogne, ce livre. Vous avez passé une chanson qui rappelait la Bourgogne, le Morvan. Et il y a une chanson bourguignonne qui dit que nous sommes fiers d'être bourguignons. Oui, je suis fier d'être bourguignon, je suis fier d'être sénateur. Parce qu'un sénateur, c'est quelqu'un qui est élu par des grands électeurs, par des maires. Et le maire, c'est l'élu préféré des Français parce que c'est celui qui est le plus près, qui est au quotidien, c'est celui-là qui est là, qui vous tient la main quand tout bascule. J'ai eu des expériences très heureuses, mais aussi des expériences malheureuses. Quand dans un village, il y a quelqu'un qui est tué dans un accident de la route, c'est le maire qui, à 5h du matin, va avec les gendarmes annoncer la mauvaise nouvelle. Ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est très difficile. Et maire, c'est aussi plus souvent se faire engueuler que se faire bénir. Mais le maire est quelqu'un de légitime parce qu'il est élu par ses pairs, par ses habitants, par ses voisins. C'est une élection transversale, c'est pas quelqu'un qui est vertical. Mon grand-père a été maire, c'était mon antépénultième prédécesseur. Il m'a toujours dit, le jour de mon élection, il m'a dit « Alain, tu es maire, mais tu es d'abord le maire de ceux qui n'ont pas voté pour toi. » Et ce récit politique, c'est un peu un volcan, ce qui déborde en moi justement sur ce que... Je pense qu'un président de la République devrait être... On dit souvent que c'est le père des peuples, mais il devrait être un peu comme un maire, à l'écoute du quotidien, pas détaché de ses racines. Et pour être élu, il faut avoir des racines. Et les racines, ça pousse dans l'humus. Et les racines, quand on fréquente la forêt, elles se chatouillent et les arbres, ils conversent par leurs racines. Tout à fait. Vous en parlez de cette place du maire et du local, de la communauté locale dans votre lettre à Lamartine, c'est la première lettre. Et je vais vous citer, en prise avec la population municipale, la question n'est pas de réfléchir à la posture idéologique à adopter pour s'assurer une réélection ou l'amour inconditionnel de tous, ou pour entrer dans les livres d'histoire. La vérité est bien plus modeste. C'est une obligation de résultat. Nous ne sommes pas là pour être aimés de tous, nous sommes élus pour agir pour tous. Voilà la place du maire selon vous, et vous dites qu'il faut en fait savoir retrousser ses manches. Et c'est vrai que peut-être qu'Emmanuel Macron pâtit aussi de ce manque d'enracinement. Emmanuel Macron a parlé beaucoup du vivre ensemble. Et vivre ensemble, vivre les uns à côté des autres, c'est pas vivre les uns contre les autres. Et j'ai le sentiment que nous avons, par cette élection, deux camps qui s'opposent, un néolibéralisme violent et technocratique face à un nationalisme populisme. Et c'est le problème de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, ça résulte d'un principe mathématique, qui est le principe de Condorcet. Je préfère un tel à un tel. Et ce qui fait qu'au deuxième tour, on n'a pas les gens que le peuple veut. On a deux personnes qui ont été dans une bonne stratégie. Et Emmanuel Macron a été dans une bonne stratégie de diviser la droite pour choisir son opposant. Et
Madame Le Pen est restée dans la stratégie de rente familiale. Donc 30 millions des Français n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ou ont voté contre. Il faut qu'ils s'en souviennent. Et ça, c'est très important. Savoir d'où on vient. Quand on est élu, même si on n'a pas d'accroche politique, on a au moins une accroche électorale. Et l'accroche électorale, quand vous êtes élu avec 16 millions de personnes qui représentent je ne sais plus combien de pourcents, parce que j'ai horreur des chiffres, et les chiffres, c'est un peu comme les lampadaires pour les alcooliques. Ça sert plus à soutenir qu'à éclairer. Nicolas Vidal. Alors, moi j'ai lu ce livre hier après-midi. C'est une bouffée d'air frais pour moi, éditorialiste politique. Et ce qui m'intéresse, sénateur Houpert, c'est finalement une question, un élément de réponse auquel vous allez répondre. C'est la technocratie a-t-elle tout détruit dans ce pays, notamment avec Emmanuel Macron. Et je lisais ce matin une très bonne tribune dans le Vox de Anne-Marie Le Pourrier qui disait « La démocratie a besoin de référendum, pas de convention citoyenne ». Est-ce que finalement, pour se libérer, sénateur Houpert, de cette technocratie, ne faudrait-il pas maintenant remettre en place le référendum ? Rappelez-vous que le dernier référendum date d'il y a très, très longtemps et peut-être qu'à un moment donné, redonner véritablement sur des sujets cruciaux la parole aux Français, sur des sujets peut-être que l'abstention serait beaucoup moindre. Mais ça voudrait dire aussi qu'on pourrait changer de cap. Et le peuple, la souveraineté du peuple. Je suis de droite, votre émission s'appelle Ligne droite. Je suis de droite et la droite a fait une erreur. Il y a eu le dernier référendum, c'était celui de 2005, où Jacques Chirac a demandé au peuple, sur la Constitution européenne, l'avis du peuple. Le peuple n'a pas été contre et Nicolas Sarkozy, malgré tout le respect et l'amitié que j'ai pour Nicolas, a été contre et a fait voter le traité de Lisbonne. Et là, les Français ont commencé à tourner le dos à la politique. C'est une erreur. Ce qui a installé cette technocratie qui est de plus en plus éloignée du peuple, cette technocratie qui vient d'une école qu'on appelle l'École nationale d'administration. C'est un groupe de gens qui se reproduisent entre eux, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont complètement détachés. On a une gentrification qui nous gouverne face à une France périphérique. Et la France périphérique, c'est pas que la France rurale, c'est aussi la France des banlieues, c'est la France des oubliés, c'est la France de ceux qui ne sont rien. Et chaque être est unique. Et il y a le mot courtoisie. Courtoisie, ça peut être passéiste, mais ça me rappelle le Moyen-Âge, l'amour courtois. La courtoisie, c'est être courtois avec l'autre, c'est le respect. Et cette technocratie ne respecte rien. Elle autogénère des règles absolument illisibles. Et avec le président Macron, on l'a vu cette semaine, nous avançons vers maintenant une Europe fédéraliste. On va supprimer les frontières, un grand pays, c'est beau. Mais ce qui est grand, c'est pas ce qui est fort. Une nation, c'est une somme d'identités, c'était Renan qui disait ça, qui a le même idéal. Est-ce que tous les Européens ont le même idéal ? Ben non, il faut respecter l'identité. L'identité, c'est la culture. Et la culture partagée. La culture partagée, c'est un mot de François Mitterrand, qui a été un des derniers grands présidents, parce que c'était quelqu'un qui avait de la culture. La culture partagée, c'est face à la pensée partagée, je veux dire. C'est face à la pensée unique. Et la technocratie, c'est la pensée unique. Mais je me permets de réagir là-dessus. Vous avez parlé de l'ENA, bien entendu. Elle a été faite pour former une élite française. Par le général Gaulle. Patriote. Et effectivement, la technocratie, cannibalisée pour moi par la culture anglo-saxonne, par ce volonté anglo-saxonne, finalement, est-ce que ça dénote pas, sénateur Houpert, d'un naufrage ou d'un affaiblissement culturel et intellectuel de nos élites technocrates aussi, qui ont perdu de vue la France et qui se sont tournés vers Bruxelles, et puis après, peut-être plus loin, vers Washington. L'ENA a été créée par le général de Gaulle. Le général de Gaulle a créé la Ve République avec des compagnons de droite, de gauche, qui étaient d'anciens résistants, et ces gens-là sont partis et ont laissé place à la technocratie. C'est-à-dire que quand il y a un vide politique, la nature a horreur du vide, et le vide a été remplacé par la technocratie. Et les politiques
Les politiques sont souvent des gens qui sont dans la carrière. Vous avez parlé tout à l'heure d'histoire. Rentrer en politique, qu'on soit maire ou parlementaire, c'est rentrer dans l'histoire. C'est pas rentrer dans les petites histoires. C'est pas une affaire de carrière. Je pense que la politique doit être guidée par un idéal, d'être auprès des autres, d'être sensibilisé quand il y a un gros problème et un petit problème. Additionner les petits problèmes, les résoudre. Et la technocratie n'est pas là. On le voit dans les règles qui sont pondues chaque année. Il y a des règles européennes. Et en France, on passe son temps à laver plus blanc que blanc. Et c'est terrible. Regardez, essayez d'avoir un passeport actuellement. Il faut 6 mois. Il faut être pistonné. C'est-à-dire que tous les jours, mes assistants reçoivent, je ne peux pas avoir un rendez-vous. Donc on trouve un rendez-vous auprès d'un maire d'une commune, ou auprès d'un maire d'un arrondissement, et en particulier à Paris, puisque c'est géré par les communes, ces rendez-vous. C'est terrible, il faut 6 mois. Avoir, je ne vous parle pas d'un certificat de carte grise, un certificat de carte grise. Un permis de conduire. Avant, vous aviez la petite feuille rose. Je ne sais pas si... je l'ai toujours. Beaucoup plus jeune. La mienne est un peu déchirée, mais oui, elle est encore rose. La petite feuille rose, vous l'aviez. C'était l'inspecteur qui vous donnait, qui mettait sa signature et son tampon. Et vous pouviez maintenant, quand vous passez votre permis de construire, il faut avoir 6 mois, un rendez-vous sur Internet pour avoir... C'est-à-dire que vous ne pouvez pas conduire. Logiquement, vous ne pouvez pas conduire. C'est une technocratie galopante et en plus qui devient de plus en plus européenne, c'est-à-dire à Bruxelles, éloignée du pouvoir. Je vous parlais du maire. Le maire, quand ça ne va pas, on va frapper à sa porte. Le nombre de gens qui rentraient dans ma cour, Ouksek et Lalin. Oui, parce qu'on dit comme ça en Bourgogne. Ouksek et Lalin. C'est peut-être pas courtois ce que je dis, mais ça fait plaisir. Je dis, entre Bernard, on va boire un coup. Voilà, puis on va discuter. Ça commence toujours comme ça en Bourgogne. Vous savez, l'eau, les inondations séparent les hommes, la Seine sépare les hommes, mais le vin les rapproche. Et quand je regarde la Seine, moi je pense à sa source. Et sa source, c'est la Côte d'Or, c'est Source Seine. Et j'ai la chance d'avoir une des plus belles ruines du XIe siècle qui surplombe la source de la Seine. Alors quand je suis dans ma ruine en train de la retaper, je pense à la Seine, je pense au 16e arrondissement, la rive droite, au 8e arrondissement, au 6e où j'habite. Voilà, ne jamais oublier d'où on vient. Alors justement, c'est quand même tout ce livre, ce sont vos racines, c'est la Bourgogne qui vit, vous la racontez, vous la décrivez, de magnifique Bourgogne. Et je voudrais qu'on revienne sur ce maillage local. Jusqu'avant, on avait une table ronde sur le maillage entrepreneurial avec les entrepreneurs patriotes. Vous posez beaucoup ces questions-là, revenir à ce maillage, revenir au local. On vient de parler du maire, l'échelon électoral qu'il faudrait resserrer. Vous dites d'ailleurs qu'il faudrait arrêter les grandes régions. Vous parlez de la SNCF et qu'il faudrait revenir à un meilleur maillage ferroviaire, puisque aujourd'hui tout a été abandonné. Les stations sont des stations fantômes. Et vous parlez également de quelque chose que j'ai trouvé très touchant et en plus j'avais jamais entendu cette idée-là. C'est ramener, vous dites, les vieux à la campagne pour qu'ils vivent mieux et vous proposez d'inventer des villages soignants. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces villages soignants ? Vous qui êtes médecin en plus, précisons-le. Je suis médecin et un médecin c'est quelqu'un qui est là quand tout bascule. Comme un maire. C'est quelqu'un qui, en tous les cas, c'est mon histoire, c'est une vocation. Moi, j'ai décidé de faire médecine. Je me consacrais à faire des préparats et je vais voir mon médecin pour un vaccin. C'est la mode. J'ai discuté 1 heure avec lui de mon grand-père, qui était agriculteur. Il était admiratif de mon grand-père. Et on a discuté de mon grand-père. En rentrant, je dis à ma mère, maman, je vais faire médecine. Je me suis fait engueuler. J'ai fait médecine, puis un jour, j'ai rencontré, quand je faisais un internat en chirurgie, mon patron, professeur Briet, m'a envoyé voir le patron de
de radiologie. Et j'ai fait une rencontre qui change un destin, et je suis devenu radiologue. Et j'ai soigné jusqu'à la fin mon ancien patron. Voilà, donc c'est important les rencontres. Je ne sais plus ce qu'on disait. Mais... C'était le village soignant et les vieux à la campagne. Voilà, le village soignant, parce que le Sénat a fait un rapport sur les EHPAD, avec Orphea, dont M. Maluret, je suis désolé de dire son nom, quand même, a été le responsable de l'éthique. Ne l'oublions pas, il va peut-être être ministre de la Santé, mais responsable de l'éthique de ces machines à mourir. Qui était à fond pour, pardon, mais rappelons-le aussi, pour le pass vaccinal, pour toujours plus de coercition aux côtés de ces mesures autour du Covid. Avec des mots de sachant, s'exprimant à des gens qui prenaient pour des imbéciles. Oui, une brutalité verbale. Une brutalité verbale. Depuis du Sénat. Digne d'un passé vichiste, qui l'intègre bien, puisque... Pourquoi donc les villages soignants, il faut revenir à... Pourquoi des villages soignants? Regardons ce qui se passe dans un EHPAD. Et moi, je l'ai vécu parce que j'ai tenu à ce que ma mère y aille le plus tardivement possible. Et on a trouvé un EHPAD humain, où elle a fini sa vie très rapidement, mais heureusement pour elle. Mais les EHPAD, ce sont... Quand vous voulez faire fortune en médecine, vous investissez dans un EHPAD. Le nombre de fois qu'on m'a conseillé, tiens, viens Alain, viens avec nous, on va construire ça dans la périphérie de Dijon, ça serait bien. Je n'ai jamais voulu faire ça. Donc, quand vous rentrez dans un EHPAD, ça coûte une fortune. Vous êtes un petit peu, j'allais dire sponsorisé, c'est aussi le terme, sponsorisé par le conseil départemental. Mais il y a un reste à charge qui est énorme, qui va entre 2 000 et 4 000 euros. Et si maman et papa sont dedans, c'est entre 4 000 et 8 000 euros. Et qui paye, c'est soit l'aide pour l'autonomie, ce qu'on appelle l'APA, c'est-à-dire qu'on met une caution sur tous vos biens personnels, ou alors ce sont vos enfants qui vont payer. Donc on assiste à des gens qui se laissent dépérir, qui sont dans le glissement, et quelquefois, malheureusement, à des euthanasies cachées. Donc, c'est pas une solution. Pourquoi ? Parce que tous les EHPAD sont en milieu urbain. On parle d'aménagement du territoire. C'est pour ça que j'ai écrit une lettre à Buffon et à Nicolas Rollin. L'aménagement du territoire, c'est d'irriguer le territoire. Le père de Jules Renard disait que le train, c'est l'automobile du pauvre, elle doit aller partout. Eh bien, pareil, l'aménagement du territoire, c'est ça. Quand vous installez une clinique comme la clinique de la Forêt-Noire en Allemagne, c'est toujours en milieu rural. En milieu rural, en Allemagne, en Suisse, c'est en milieu rural. Pourquoi ? Parce que le foncier, il coûte moins cher, donc on peut consacrer plus d'argent aux soignants et baisser le prix journalier de l'EHPAD. Donc, et en plus, vous avez une cohorte d'emplois qui sont créés, que ce soit des soignants hommes ou femmes, parce que quand vous faites, il y a une entreprise qui s'installe en milieu rural, maintenant, nous sommes au XXIe siècle, l'homme et la femme travaillent. Quand un homme se déplace, il faut trouver un travail pour l'épouse. Donc c'est très important. Et pour faire venir des soignants en milieu rural, il faut qu'il y ait une clientèle. Il faut qu'il y ait des commerces. Il faut qu'il y ait des écoles. Donc en fait, ça participe à tout un maillage. En fait. Mettre un EHPAD, c'est aussi une possibilité de mettre la cantine de l'école primaire avec des enfants qui seront tirés vers le haut, avec des anciens qui vont raconter des histoires, avec des jeunes qui vont redonner la vie à ces anciens. C'est un projet humain, c'est un projet d'avenir. Peut-être utopiste, mais l'utopie, c'est la vérité de demain. Et je pense que c'est très réaliste. Je n'ai pas tort, parce que d'autres pays le font. Pourquoi la France ? Pourquoi le fait ? Parce qu'il y a une technocratie. Oui, c'est toujours la même chose. Il y a des ARS qui décident que les EHPAD
être verticales, en plein milieu d'une ville ou à côté de l'hôpital. Les hôpitaux dans des métropoles sont à l'intérieur de la ville ou en périphérie, mais il ne faut pas les mettre en périphérie. Il faut plutôt les mettre à l'extérieur, à 20 km, avec la bonne ligne SNCF qui va pour que les accompagnants, les familles puissent y aller. Donc ce livre, c'est difficile d'en parler parce qu'il y a beaucoup d'entrées, beaucoup d'approches. Je précise quand même que c'est très bien écrit, c'est assez poétique et c'est vrai que c'est voilà, il y a vraiment de l'air frais, mais aussi évidemment plein de bon sens, enraciné, on l'a dit, puisque l'idée est vraiment de refaire vivre nos territoires. Et ici, la Bourgogne, la Côte d'Or, la Bourgogne. Voilà, il y a cet aller-retour entre l'actualité et les origines de ces grandes figures bourguignonnes. Nicolas Vidal. Oui, c'est extrêmement intéressant ce livre, parce que moi je suis un passionné de romans, et il y a quelque chose de fort littéraire chez vous, sénateur Houpert. Et je vais pas aller plus loin, je l'ai lu en entier, j'ai 14 questions sur la politique, sur Emmanuel Macron, sur la légitimité politique, la démocratie, les référendums, mais j'ai une question que je me suis dit... Vous faites peur à mon réalisateur, là. Faut absolument vous poser. J'estime qu'il y a, là, dans l'introduction, il y a une fabuleuse fable sur le silence et sur l'autorité quand vous racontez, quand vous êtes enfant, à la table, où vous dites « c'est mon père qui avait toujours le dernier mot ». Et comme je vous ai très attaché aux valeurs, j'ai trouvé cette introduction extrêmement intéressante. Voilà, de vous, petit enfant, qui finalement a débordé l'idée de vouloir répondre, et finalement vous laissiez le patriarche vous damer le pion, finalement, dans le silence. Ma langue maternelle, c'est le silence. Vous l'avez compris. Oui. Et il faut ciseler les mots, il ne faut pas dire n'importe quoi. Et mon grand-père était un peu gabin dans la Horse, et mon père, c'était quelqu'un qui avait de l'autorité, mais une autorité bienveillante. L'autorité, c'est être auteur de sa vie. Il a été auteur de sa vie, il a eu une belle entreprise avec des employés, et tout le monde mangeait à la même table, et on écoutait le patron. Comme quand on regardait la télévision, quand on regardait Général de Gaulle, tout le monde écoutait le vieux et fermait sa gueule. Et ça, c'est important. Vous dites, on n'aurait pas osé couper le Général de Gaulle, même de si loin, finalement, à la télé. Bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui avait de l'autorité, même s'il était clivant, il était pour des valeurs, pour l'intérêt général. Il travaillait quelquefois contre ses idées personnelles. Ça s'appelle l'intérêt général. Et quand les Français n'étaient pas d'accord avec lui, il partait. Et il est parti. Et à la table familiale, ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord. Et ceux qui ne sont pas d'accord ne partent pas de la table, mais écoutent. Et écouter, c'est entendre. Les dieux ont donné 2 oreilles pour écouter, et quelquefois une bouche pour se taire. Parce qu'on est face au silence, il y a le bruit, et on est dans un monde du bruit où tout va très vite. Et chez les médias, comme sur les réseaux. Mais moi, je préfère écouter les réseaux et me faire confiance à mon libre arbitre, penser à mon père qui a été déporté pendant 3 ans, qui a écouté beaucoup de choses, qui n'a jamais parlé de sa déportation. Jamais. Et se faire son libre arbitre, c'est très important. Le libre arbitre, un électeur doit être éclairé. Et le problème en France, c'est la santé, on en a parlé, c'est aussi l'éducation. L'éducation, c'est chaque être est unique. C'est pas le collège qui doit être unique. On doit se mettre à la hauteur de l'élève. Ça ne veut pas dire que l'enfant est roi, mais se mettre à la hauteur pour lui, le guider. Parce que je parlais de la rencontre tout à l'heure. La rencontre, ça forge les destins. Et moi, ce que je souhaite à tous mes lecteurs, à tous les Français, c'est qu'un jour, ils fassent une belle rencontre pour avoir un destin. Et le destin, c'est quoi ? C'est d'être heureux. Vous parlez d'éducation, il y a une lettre à Monge de l'éducation. Vous écrivez Gaspard Monge, comte de Péluse. Vous êtes un de nos plus grands crus de Bourgogne. Le Bourgogne, quand même, qui pourrait faire parler, qui a une nature à réveiller les plus taiseux, même les Alain Houpert. Pour conclure, merci beaucoup. Alain Houpert. Je préfère le vin d'ici à l'au-delà. Exactement. Lettre à mon père, très belle lettre à mon père aux éditions de Passy. Lisez-le. C'est un livre plein de valeurs et de fondamentaux. Merci beaucoup, Alain Houpert. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale.
Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.